3 siècles après les premières découvertes, l'Égypte ne cesse de nous fasciner. Chaque mois qui passe révèle de nouveaux trésors enfouis sous les sables du désert. On a retrouvé en fait le fragment de nez dans la zone ici lors d'une fouille et donc il a été recollé, il n'était pas parti très loin. Les temples, les pyramides, les nécropoles et les cités antiques sont autant de merveilles qui témoignent de la splendeur passée des pharaons et de leurs héritiers. Les Grecs préparaient un gâteau qu'ils appelaient pyramis, qui avait cette forme-là. En venant en Égypte, ils ont trouvé leur gâteau en pierre avec une taille pharaonique. Ils leur ont donné le même nom. Cette civilisation que l'on croyait disparue se réinvente chaque jour dans l'Égypte du XXIe siècle. Et c'est en voyageant dans l'espace et le temps que nous allons la redécouvrir. Le culte de la mort occupe une place prépondérante dans l'Égypte ancienne. Nécropoles, pyramides, momies et sarcophages, les 3/4 des découvertes archéologiques sur le sol égyptien ont un rapport direct avec les rites funéraires. Les anciens Égyptiens aimaient tellement la vie qu'ils espéraient pouvoir en bénéficier même après leur mort. Ils se faisaient momifier pour avoir un corps éternel. Leurs sépultures étaient conçues comme des maisons d'habitation aux murs peints des couleurs de la vie. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait aussi passer devant Osiris, le dieu des morts, qui décidait, après avoir jugé les actes du défunt, d'accorder ou non la vie éternelle. Cette vieille idée de jugement après la mort n'a pas disparu. Chrétiens et musulmans égyptiens espèrent être comptés au nombre des élus lors du jugement dernier. Car la mort n'est pas une fin, pour les croyants d'hier comme d'aujourd'hui. À Luxor, la saison des mariages vient de commencer. On se marie à l'ombre du grand temple antique. C'est le début des grandes chaleurs et la température monte à plus de 45 degrés. Pour se protéger, les paysans travaillent très tôt le matin. C'est le meilleur moment pour colporter les nouvelles. Cette camionnette et son haut-parleur défaillant est bien souvent le seul lien entre petites communautés rurales voisines. Khalaf Mahmoud Khalaf Hassanen est parti vers la clémence de Dieu. Il est du village de Nadje Seke. Son enterrement aura lieu à 15 h avant la prière de l'après-midi. J'annonce aux villageois le décès d'un musulman. Je fais cet appel pour que tout le monde sache bien que cette personne est morte dans les villages alentours. Si je ne l'annonce pas au micro, personne ne viendra aux obsèques et les gens ne seront pas au courant. Ça fait 25 ans que je fais ça. Mais c'est pas vraiment mon métier. Mon vrai métier, c'est de faire l'appel à la prière à la mosquée. Ils m'ont choisi parce que j'ai une belle voix. Allahu Akbar, c'est ça mon travail. C'est très important pour les gens de rejoindre le cortège et de prier pour le défunt. Comme ça, ils gagnent des récompenses divines. Mais c'est important aussi pour le défunt, car comme on dit chez nous, si 40 personnes prient pour le mort, il ira sûrement au paradis. Khalaf Mahmoud est parti dans la nuit. Et pour respecter la tradition coranique, il sera enterré dans la journée. L'homme était respecté.
ses amis se regroupent à l'extérieur de sa maison pour lui rendre un dernier hommage. À l'intérieur, les proches veillent sur sa dépouille. Conformément à la tradition, le défunt a été placé dans un linceul blanc. Ce sont les hommes adultes qui ont lavé et embaumé le corps. Il est prêt pour son dernier voyage vers le cimetière du village. Si Khalaf Mahmoud avait vécu à l'époque des pharaons, au moment de sa mort, il aurait été momifié. La momification était un processus beaucoup plus complexe que l'embaumement d'aujourd'hui. Les Égyptiens anciens croyaient eux aussi qu'il y avait une vie après la mort, mais dans leur propre corps. Pour trouver des momies, il faut se rendre dans la capitale. La plupart habitent aujourd'hui au Caire. Niché au centre de cette ville tentaculaire, le vieux musée est leur maison. S'il attire toujours autant d'égyptomaniaques grâce à son incroyable collection, les stars incontestées du musée restent ses momies. Certaines ont plus de 3000 ans et sont dans un excellent état de conservation. Elles ont été démaillotées pour mieux exhiber leur corps. Une pratique qui date des premiers temps de l'égyptologie au XIXe siècle. Aujourd'hui, par respect pour leur ancienne religion, les momies sont laissées dans leur aspect initial. Au laboratoire du musée, il ne se passe pas une journée sans que le professeur Mohemen, un éminent spécialiste de la restauration des antiquités, ne manipule des momies. Une fois sortis de leur sarcophage, ils ne touchent jamais à leur gaine faite de cartonnage. Elle est l'ultime protection avant les bandelettes. Ici, on a une momie dans un cartonnage en bois d'une seule pièce de forme humaine. C'est grâce aux masques funéraires et aux radiographies que nous avons pu confirmer que c'était bien la momie d'une jeune femme. Elle était âgée à peu près de 22 ans quand elle est décédée. Sur les radios, on a vu aussi qu'elle avait un fœtus entre les jambes. Donc ça nous renseigne sur les possibles causes du décès. Vu son âge, il y a de fortes chances qu'elle soit morte après une fausse couche. La momie est en parfait état, tout comme les dessins sur le cartonnage. Certains sont même très rares. Ici, par exemple, on a le dieu Khnum devant la jeune fille décédée. C'est magnifique et très rare. L'origine de la momification est sans doute due au hasard. Il y a 6000 ans, les Égyptiens enterraient leurs morts dans des fosses dans le désert. Et ils se sont aperçus que le sable est un très bon conservateur. Par la suite, la croyance dans la vie éternelle les a poussés à trouver des procédés plus performants pour garder un corps dans le meilleur état possible. Pour les plus riches, on utilisait des baumes, des épices et du bitume. Pendant 70 jours, les corps débarrassés de leurs entrailles étaient plongés dans du natron, un sel naturel qui absorbe l'humidité. Tous ces produits coûtaient une véritable fortune. Voilà une autre pièce très rare.
c'est le bras gauche d'un pharaon, le roi Ounas de la 5e dynastie. Il a été découvert par Gaston Maspero, un archéologue français à la fin du 19e siècle. Plus tard, des chercheurs ont fait une datation au carbone 14 sur ce bras, et cela a confirmé qu'il datait bien de l'Ancien Empire, c'est-à-dire environ 2350 ans avant notre ère. Les examens microscopiques ont révélé la présence de résine et de lin qui étaient utilisés pendant le processus de momification. C'est une preuve formelle que la momification était déjà pratiquée à cette époque-là. Mais on peut dire que la technique a atteint la perfection sous le Nouvel Empire, à la 18e et 19e dynastie. Les techniques de momification de la 19e dynastie sont si performantes qu'elles nous permettent 3200 ans après leur mort de mettre des visages sur des noms qui ont fait la grandeur de l'Égypte. Comme Séti Ier et surtout son fils Ramsès II, un des plus puissants pharaons. Il a régné 67 ans et il est mort à plus de 90 ans. Au fil des siècles, la pratique de la momification a perduré et elle s'est adaptée aux différents envahisseurs sur le sol égyptien. Là, on travaille sur une momie très particulière. Une momie de l'époque romaine avec portrait. On les appelle momies du Fayoum. Elles existaient entre le 1er et le 5e siècle de notre ère, mais celle-là est très particulière. Vous voyez, elle est dessinée sur fond rouge. Il n'y en a que 20 comme ça dans le monde. Le masque funéraire qui recouvre les momies égyptiennes a pour but de redonner aux morts l'usage de ses sens. Mais à la fin de l'Égypte antique, ce masque devient un portrait issu directement de la tradition artistique gréco-romaine. Ces portraits, on les commandait à des peintres de son vivant, en prévision d'une mort certaine. C'est difficile de savoir exactement quand la momification s'est arrêtée. Mais on peut dire qu'il n'y a plus de momies entre le 5e et le 6e siècle de notre ère. Cela correspond à la montée des religions monothéistes qui ont interdit cette pratique. Dans la région de Luxor, la dépouille de Ralaf Mahmoud rejoint sa dernière demeure, le cimetière de son village. Seuls les hommes participent au cortège. Car d'après le prophète Mahomet, l'hyperémotivité des femmes et des enfants pourrait troubler la sobriété des obsèques. Dans la tradition musulmane, l'enterrement doit se faire dans les 24 heures suivant le décès. Une précaution qui relève du bon sens sous ces latitudes. Le cortège doit parcourir 4 km alors qu'il fait 45 degrés à l'ombre. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mahomet est son prophète. Voilà ce que scande la foule qui grossit à mesure que le cortège se rapproche de la dernière demeure du défunt. Si la montagne qui domine le petit cimetière du village pouvait parler, elle nous dirait à quel point les rites sont immuables. Des cortèges funéraires, la montagne thébaine en a vu passer des milliers depuis l'Égypte antique. Avec plus de 600 tombeaux répertoriés, il faut un peu d'aide pour s'y retrouver. Sameh Michel est guide conférencier. Dès qu'il vient à Luxor, il s'arrange toujours pour passer dans la petite librairie d'Eman, spécialisée en égyptologie, au beau milieu des antiquités. J'accompagne les groupes et je les guide à travers l'Égypte
et j'essaye de transmettre mon amour pour l'égyptologie à ces gens-là. Il faut être tout le temps à jour. Il y a des découvertes tous les ans, il y a des nouvelles théories tous les ans. Et donc, il vaut mieux. Quand on aime, oui, quand on s'intéresse, j'essaie toujours d'être à jour. Et donc, oui, des bouquins, il faut en avoir et il faut en lire, oui. Même en étant un lecteur chevronné, il faudrait plusieurs vies pour connaître tous les secrets que recèle la montagne thébaine. Afin de s'y retrouver, les égyptologues l'ont découpé en plusieurs parties. La vallée des nobles, la vallée des reines et la vallée des rois. Des représentations de cortèges funéraires, il y en a dans beaucoup de sépultures. Mais c'est dans la vallée des nobles que Samet a décidé de se rendre. Avec son escalier monumental, la tombe de Ramosé, un vizir d'Amenhotep III et d'Akhénaton, est une des plus vastes de la nécropole réservée aux nobles. Au fond du tombeau, Samet trouve ce qu'il est venu chercher. Un cortège funéraire vieux de 3000 ans. On voit les membres de la famille qui avancent ensemble, derrière ce cortège funéraire. Ensuite, les porteurs du mobilier funéraire. Le mobilier funéraire, c'est tout le trésor qui serait posé dans la tombe avec le défunt. En fait, le défunt espère vivre dans l'au-delà la même vie qu'il a vécue sur Terre, et encore même en mieux, sans les soucis. Donc, il a besoin de manger, de boire, de se divertir, mais il va occuper la même fonction qu'il occupait sur Terre, et donc il aura besoin des outils nécessaires pour assurer ses fonctions. Là, on voit par exemple la peau de léopard qui était le vêtement du grand prêtre. Et donc, Ramosé, par sa fonction, était un grand prêtre et il a le vêtement de sa fonction. On a un lit, matelas, repose-tête, les boîtes. Ce mobilier funéraire éclectique n'avait pas qu'une valeur symbolique. Il était fonctionnel. Lors de l'ouverture par Howard Carter en 1922 de la tombe de Toutankhamon, le monde découvre avec stupeur la richesse de ce jeune pharaon mort à 19 ans. Rien n'a été oublié. Même son char de combat est enterré avec lui. Au total, Carter a pu sortir plus de 5000 objets du tombeau, d'une valeur équivalente à 1 milliard de dollars. Mais dans la grande majorité des cas, le mobilier funéraire a disparu des tombes pharaoniques, volé par des générations de pilleurs. Et là, on a les pleureuses. Et les pleureuses, c'est très intéressant. Voilà, on a des femmes qui montrent leur deuil et leur malheur. Et on voit sur leurs joues les larmes noires, vu qu'elles étaient fardées avec du col. Et en pleurant, le col a coulé sur leurs joues. La tradition des pleureuses n'a pas complètement disparu d'Égypte. L'islam interdit pourtant l'expression de la douleur par de bruyantes lamentations. Les pleureuses professionnelles ont longtemps résisté, mais aujourd'hui, il n'y a plus que dans les petits villages ruraux que la tradition persiste. Cette scène de cortège funéraire est placée du côté du caveau. Comme on voit ici, c'est creusé dans la montagne. Cette rampe mène au caveau. Et donc, c'est par là que glissait la momie et tout le trésor funéraire pour être placé dans le caveau de la tombe. De nos jours, comme dans l'Égypte antique, après le cortège funéraire, le corps du défunt rejoint sa dernière demeure. L'inhumation de Ralaf Mahmoud est terminée. Il est temps pour l'imam du village de réciter la prière des morts. Elle rappelle que la mort fait partie de la vie et que c'est au jour de la résurrection que le défunt recevra son dû.
L'assistant s'écoute debout, cette dernière oraison. Au fil des siècles, de l'Égypte des pharaons à celle d'Alexandre le Grand, les rites funéraires n'ont cessé d'évoluer, tout comme ceux de l'islam, qui se sont transformés sans cesse au cours de l'histoire. Une ville en Égypte symbolise à elle seule ce mélange des genres. Alexandrie. La ville fondée par Alexandre le Grand a gardé jusqu'à aujourd'hui son caractère cosmopolite. On y trouve des enseignes dans toutes les langues, en français, en grec, en arabe ou en italien. Ouverts sur la mer Méditerranée, les 5 millions d'Alexandrins ont l'habitude, depuis l'Antiquité, de voir le monde défiler chez eux. Cette ville carrefour a toujours eu ses amoureux comme Doha, une guide conférencière spécialisée en égyptologie. Quand j'étais petite, je venais très souvent pendant les vacances d'été avec ma famille. On passait les vacances d'été sur les plages d'Alexandrie. Il n'y a plus les plages. Les plages sont en voie de disparition, malheureusement. La mer n'arrête pas d'avancer. Et là, on jette ces cailloux en béton pour empêcher la mer. J'aime tellement Alexandrie, je n'arrête pas de faire venir des touristes ici. Des fois, ils n'ont pas Alexandrie sur le programme. Et moi, j'essaye de le mettre dans le programme. L'histoire d'Alexandrie est riche. Outre le phare disparu qui comptait parmi les 7 merveilles du monde antique, les entrailles de la ville recèlent elles aussi un trésor archéologique. Découverte en 1900 par accident lorsque le poids d'un âne provoqua l'effondrement du sol, les catacombes antiques de la ville ont révélé un univers à part entière. Le monde des morts. On y accède par un escalier en colimaçon sur 3 niveaux. À 35 mètres de profondeur, le visiteur se trouve immergé dans une Égypte tardive, celle du 1er au 4e siècle de notre ère, avec ses coutumes funéraires cosmopolites. Et là, on est au fond du puits. C'était par là, en fait, que les sarcophages, les cadavres, les momies étaient descendus dans les différents étages des catacombes. Et là, on est au fond du creusement. Les escaliers en colimaçon devaient continuer par ici, mais arrivé là, la religion chrétienne va devenir la religion officielle de l'Empire romain. Et là, on arrête le creusement parce que ces rites ne vont plus être pratiqués. Les catacombes de Kom el-Shoukafa, de son nom arabe, sont un véritable dédale. Elles rassemblent plus de 300 sépultures gréco-romaines, dont une grande majorité de loculi. Ces niches funéraires identiques à celles que l'on trouve dans les catacombes de Rome. La tombe qui symbolise le mieux ce mélange des cultes et des rites est aussi la première érigée ici au IIe siècle de notre ère. Ici, nous sommes à la tombe originelle, la tombe du couple où tous les catacombes ont commencé. Ça, c'est la statue d'un homme. Le corps, c'est égyptien, tandis que la tête est romaine, avec les boucles des cheveux et tout. Il y a une fusion d'art et de croyance, et elle est très typique de cette époque. Là, on parle du IIe siècle de notre ère. D'abord, les colonnes composites qui sont typiquement grecques, et puis par ici, on a l'agathodémon qui est représenté, et c'est typiquement grec, avec la double couronne égyptienne. Et en plus, au-dessus, il y a un cercle dans lequel il y a la représentation de la méduse pour la protection de la tombe. Et la méduse, d'après les croyances grecques, elle a le pouvoir de transformer en pierre tout ce qu'il a regardé. Et le centre, c'est très égyptien. C'est la représentation du disque solaire ailé qui est un cobra
sur chaque côté, et puis une bande de cobras qui a été très typique à l'époque, qui était aussi un symbole de protection. Là, on arrive à la sépulture principale. Elle est creusée aussi à la roche, et même le couvercle est creusé avec. Le couvercle ne s'ouvre pas, parce que l'enterrement était aménagé par l'arrière, par l'extérieur de la pièce. Et là, on a relief Anubis, le dieu de la momification des anciens Égyptiens, qui était en fait le gardien des tombes. Et là, il est représenté en légionnaire à la façon romaine, rien à voir avec l'art égyptien.